Irit de Toulouse. Il a un chaire de recherche à l'Institut d'intelligence artificielle à Toulouse. Et comme Elisa ce matin, il est membre de l'Institut universitaire français, US. Donc il travaille plutôt dans les domaines du traitement statistique du signal et des images, en particulier sur les problèmes inverses appliqués à la télédétection et à l'imagerie médicale. Donc aujourd'hui, il va nous présenter ses travaux sur la fusion et la détection des changements dans les images multibandes. Et donc voilà, merci. Merci Simonet, merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de parler. Donc je suis un peu le local de l'étape, c'est pour ça que j'ai des supporters dans la salle. Donc aujourd'hui, j'ai présenté des travaux qui démarrent peut-être il y a 5 ans, donc que j'ai réalisé avec 2 collègues de l'ANSET et l'IRIT, donc Jean-Yves Tourneray et Marie Chabert, et avec deux anciens étudiants, Chiwei et Vinicius Ferraris. Le talk, il est intitulé Multiband Optical Imaging, là, parce qu'en fait, ce terme multiband, en fonction des communautés auxquelles on s'adresse, ce terme peut changer. En télédétection, on parle d'imagerie multispectrale, hyperspectrale. Lorsqu'on fait de la microscopie, on utilise multivarié, multivalué dans certaines communautés aussi. En fait, ce que je vais raconter là, la plupart des exemples vont être empruntés à la télédétection. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut réutiliser, retrouver dans d'autres champs applicatifs. Alors, Chi avait commencé à travailler sur la fusion, donc c'est pour ça que je vais commencer à parler de fusion. Et après, avec Vinicius, on s'était rendu compte que finalement, on peut aborder le problème de détection de changement via le prisme de la fusion. Et pour nous, c'était un peu nouveau, ça ne se faisait pas trop comme ça. Alors, quels sont les objets sur lesquels je vais travailler? Alors, ça va être des images multi ou hyperspectrales. Donc, je pense que la plupart d'entre vous maintenant, vous savez ce que c'est. Donc, on a une même scène qui est observée à différentes longueurs d'onde quand je suis en optique, quand je fais de l'imagerie médicale. Ces bandes, en fait, ne correspondent pas à forcément une dimension optique, enfin, du moins à une acquisition à une certaine longueur d'onde, mais il y a un paramètre évolutif qui peut être le temps, et donc en fait, si vous voulez, vous avez une image, et en fait, en chaque pixel, vous allez avoir un vecteur de mesure. Alors ici, ça peut être de la réflectance lorsqu'on travaille sur des images en télédétection. Donc les données sur lesquelles on va travailler, ça va ressembler à ça, avec deux dimensions spatiales, un échantillonnage pour chaque pixel, ici dans le domaine spectral. Mais je répète, si on travaille sur d'autres types de modalités, en microscopie, en biologie, en imagerie médicale, là, évidemment, ce n'est pas des spectres de réflectance qui sont mesurés. Donc, le pixel est représenté par une centaine, voire des dizaines, centaines, voire des milliers ou dizaines de milliers. Lorsqu'on fait de l'astro, c'est des dizaines de milliers de bandes. Donc, on a des tubes de données quand même qui sont conséquents. Et en fait, l'avantage, c'est que cette signature, donc si on regarde la valeur à travers ces différentes bandes dans un pixel, en fait, ça va être caractéristique de ce qui se passe dans ce pixel-là. Donc, quand on va faire de la télédétection, on va pouvoir distinguer plus facilement du sol, de l'eau, de la végétation. Alors évidemment, distinguer du sol, de l'eau, de la végétation, on se dit qu'on n'a pas forcément besoin d'une centaine de bandes spectrales différentes pour faire cette distinction. En fait, si on veut faire une distinction fine, en fait, on ne va pas s'arrêter à la couleur. Là, c'est juste représentatif d'une image couleur RGB telle qu'on la voit. Il y a 4 plantes, il y en a une qui est fausse. Si je me fie uniquement à la couleur qui est pour une image RGB, en fait, je n'arrive pas à distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Par contre, si je regarde à travers les longueurs d'onde, mais en fait, je vais avoir une signature spectrale différente pour cette plante-là qui est une plante fausse. Donc voilà. Donc l'intérêt d'avoir toutes ces mesures-là, c'est pour faire de la distinction, pour ensuite faire de la classif, de la discrimination, de la localisation de cibles, etc. Le problème, c'est que lorsqu'on acquiert beaucoup d'informations dans le domaine spectral, donc ici en télédec, en fait, on va perdre en résolution spatiale. C'est une contrainte de capteur. Le SNR ne peut pas être infini, donc ce que je mets comme énergie dans le domaine spectral, je ne peux pas le mettre dans le domaine spatial. Donc finalement, en télédétection, on classifie, il n'y a pas de frontière nette entre ce qui peut être multispectral, hyperspectral. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on a une image panchromatique, on va intégrer le spectre électromagnétique
et on va avoir une seule bande, donc en fait une image en noir et blanc, mais en général avec une bonne résolution spatiale, voire la très haute résolution spatiale. Et plus on augmente le nombre de bandes, plus on va dégrader la résolution spatiale. Et donc voilà, donc il y a ce compromis-là à avoir. Alors à titre d'illustration, c'est 3 capteurs. Ici vous avez de l'hyperspectral, du multispectral, du panchromatique. C'est la même scène observée à travers ces 3 capteurs-là. Bon, ben là on n'a pas de détails spatiaux. Par contre, c'est très grossier. Par contre, sur du panchromatique à 1 mètre, on voit, c'est une palmeraie, et on voit les palmiers. Et ça, c'est représentatif, c'est un pixel correspond en hyperspectral à cette taille-là, et pour le même pixel ici, j'en ai beaucoup plus évidemment sur l'imagerie panchromatique. Alors, étant donné qu'il y a ce compromis à avoir, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Est-ce que je peux améliorer la résolution des images? Et puis, lorsqu'une même scène est acquise avec 2 capteurs différents, est-ce que je peux les comparer? Donc, je vais adresser ces 2 problèmes-là cet après-midi. Donc, d'abord, en parlant de fusion. Donc, c'est un peu de la super résolution comme on l'a vu au talk de ce matin, dernier talk de ce matin, sauf qu'ici, j'ai 2 images. Une qui va peut-être m'apporter l'information spatiale que je n'ai pas dans l'autre. Et après, une fois qu'on aura fait ça, je montrerai qu'en fait, en modifiant un petit peu ces stratégies-là, on peut faire la détection de changement assez à bas coût, en fait. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher de faire une détection de changement. Alors, fusionner des images, c'est un problème qui est très ancien, qui remonte aux années 80. Aujourd'hui, la plupart des images couleurs que vous voyez d'observation de la Terre, en fait, elles ont subi ce processus de fusion. Il n'y a pas un capteur qui acquiert à la fois de la haute résolution spatiale et de la couleur. Il y a toujours 2 images complémentaires, de résolution complémentaire, spatiale et spectrale complémentaire, et puis après, il y a un processus de fusion. Donc, lorsqu'on fusionne du panchromatique et de l'imagerie multispectrale, en fait, c'est ce qu'on appelle du pan-sharpening. Donc là, il y a plein d'autres stratégies ad hoc où on va injecter les détails spatiaux dans l'image couleur. Je ne vais pas trop en parler parce que ce n'est pas trop ce qui m'intéresse cet après-midi. Même si ce qu'on raconte là peut s'appliquer à ça, mais finalement, les méthodes ad hoc qui ont été proposées il y a très longtemps, elles sont quand même très très bonnes, quoi. Il n'y a pas de problème de grande dimensionnalité de données parce qu'une imagerie multispectrale, on va avoir une dizaine de bandes, et une image panchromatique, on va avoir une seule bande. Donc on arrive à manipuler toutes ces données de façon efficace pour exploiter à la fois l'information spatiale et spectrale. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt ce qu'on appelle l'hyperspectral pan-sharpening, où cette fois on a une image panchro et une image hyper. Et puis, donc là, on a toute l'information spatiale qui est dans l'image noir et blanc, et l'information de couleur, enfin ou spectrale, qui est dans l'image hyperspectrale. Et une difficulté supplémentaire, c'est lorsqu'on s'attaque à l'imagerie multispectrale et hyperspectrale, où là, l'information spatiale est contenue aussi dans une image multibande. Donc comment je fais pour exploiter l'information spatiale qui est dans l'image multispectrale ici, et l'information spectrale qui est dans l'image hyperspectrale. Ça sera un petit peu différent lorsqu'on va attaquer la détection de changement tout à l'heure, mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que les 2 images que j'ai à disposition, elles apportent de l'information complémentaire. Il y en a une qui a l'information spatiale et l'autre l'information spectrale. Voilà, alors donc c'est plutôt ces 2 cas-là qui vont m'intéresser. Et juste un ordre, à titre illustratif, voilà ce qu'on veut faire. C'est une représentation RGB d'une image hyperspectrale. Donc j'ai sélectionné dans l'image hyperspectrale 3 canaux, le rouge, le vert, le bleu. J'ai fait une composition colorée, ça me donne cette image-là. Donc avec une faible résolution spatiale. J'ai une image panchromatique ou multispectrale avec beaucoup moins d'informations de couleur. Et moi, ce que je veux produire, c'est une image qui a le meilleur des 2 mondes, à haute résolution spatiale, et qui a toute l'information spectrale qui était contenue dans l'image hyperspectrale ici. Alors comment on fait pour résoudre ça? Il y a eu plein de stratégies dans la littérature inspirées du pan-sharpening. En fait, en 2015, il y a plusieurs équipes dans le monde qui venaient un peu de la littérature des problèmes inverses et qui ont dit autant utiliser le processus d'acquisition, le modéliser et l'exploiter et le mettre dans un cas de résolution de problèmes inverses et d'exploiter l'information que je peux avoir sur les capteurs. Donc si on veut faire ça, ce slide-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste résumer comment, à partir de la donnée que j'observe, comment je fais pour remonter à une image qui serait mieux résolue ou spatialement ou spectralement. Donc les notations dans tout le talk, là, ça sera toujours les mêmes. Y, ça sera une image, dès que vous verrez un Y majuscule, ça sera une image observée. Après, on essaiera de préciser si c'est hyperspectral, multispectral.
Et H, c'est toujours une image qui a plus haute résolution. Alors soit spatiale, soit spectrale, soit les deux. Donc Y, c'est l'image observée, qui est à plus faible résolution spatiale et ou spectrale. Alors comment je vais ordonner cette matrice-là? Dans chaque ligne, ça va correspondre à une bande spectrale. Donc pour une image panchromatique observée, j'ai une seule ligne dans Y. D'accord? Puisque j'ai une seule bande. Et les colonnes, ça va être les différents pixels. X, bon, c'est ordonné de la même façon. C'est une plus grosse matrice, puisqu'elle a une meilleure résolution. Quand on voit un opérateur à gauche, on agit sur les lignes de X. Donc en fait, c'est un flou, ou enfin du moins, c'est une dégradation spectrale. Donc L, ça va être un opérateur de dégradation spectrale. Et R, ça va être un opérateur de dégradation spatiale. On va agir sur les colonnes de X. Okay? Donc un opérateur à droite, c'est une dégradation spatiale, et à gauche, c'est un spectral. On va supposer dans le talk que en fait, ces opérations, on les connaît. Si on ne les connaît pas, on peut les apprendre. Il y a des techniques qui sont inspirées de la calibration, qui peuvent, à partir d'une image, essayer d'estimer ces opérateurs-là. L'opérateur de dégradation spectrale, en général, il est très bien formalisé parce qu'en fait, il suffit de regarder les spécifications des capteurs, notamment des capteurs qui sont embarqués sur les satellites lorsqu'on fait l'observation de la Terre. Pour ce qui est de la dégradation spatiale, en fait, c'est un peu ce qui était dit ce matin. En général, on va supposer que cette dégradation spatiale, ça va être d'abord un flou, qui est généralement spatialement invariant, c'est-à-dire que ça va être le même, il va être appliqué de la même façon, quels que soient les points de l'image, suivi d'une opération de sous-échantillonnage. Donc en fait, R, ça va se décomposer comme le produit de deux matrices, un flou appliqué d'abord à X, puis, étant donné cette image floutée, je sous-échantillonne, ici de manière régulière. Alors ça va être une hypothèse assez forte pour les premiers résultats que je vais présenter. Voilà, et ce flou, en général, c'est un flou gaussien. Alors après, quand on l'apprend, on peut se rendre compte qu'il n'est pas tout à fait gaussien, il peut être légèrement anisotrope en fonction de la prise de vue ou du capteur. Voilà, donc maintenant, toutes mes images observées vont être modélisées de la même façon. Un opérateur de dégradation à gauche, un opérateur de dégradation à droite. Après, ils ne vont pas forcément intervenir les deux simultanément. Lorsque je veux avoir une image hyperspectrale, en fait, je vais supposer qu'il n'y a pas finalement de dégradation spectrale, puisque ce que je veux faire, c'est récupérer une image qui a la même résolution que l'image observée hyperspectrale. Donc il n'y aura qu'un opérateur de dégradation spatiale. Et réciproquement, si j'ai une image panchromatique, moi, dans mon image fusionnée, donc le H que je veux retrouver, en fait, je vais cibler, je ne veux pas faire de la super résolution par rapport à l'image observée. Donc la résolution de l'image panchromatique sera celle de l'image que je veux, du produit fusionné. Donc il n'y aura pas de dégradation spatiale dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que L et R, pour la première partie du talk, ils ne vont pas intervenir simultanément. Alors, donc voilà, maintenant, comment on formalise le problème? H, c'est le produit fusionné que je veux retrouver. Donc c'est une image à haute résolution spatiale et spectrale. Et j'ai une image qui va être floutée par B. Donc, ça peut être un flou gaussien, par exemple. Et ensuite sous-échantillonné. Et ça va me donner XBS, l'image, par exemple, hyperspectrale que j'observe. D'accord? Donc la première observation, c'est YH, c'est à peu près, on va le modéliser comme H fois B fois S. H, je ne connais pas. Par contre, B et S, je connais. YH, j'observe. Réciproquement, l'image, par exemple, multispectrale, en fait, donc le flou, pardon, ça va être modélisé par un noyau. Et par contre, je vais avoir une réponse spectrale, ici R, qui peut être des filtres, qui sont vraiment, ça c'est des filtres réels, d'un vrai imageur embarqué sur un satellite. Je crois que c'est Spot 5, celui-là. Donc on a pris 4 bandes. Et en fait, cet opérateur-là, je vais l'appliquer à X pour obtenir l'image multispectrale. Okay? Donc les deux images que j'observe, c'est YH, YM. Je ne connais pas X, je connais B, S et R, et j'ai ces deux modèles approchés de mes observations. D'accord? Donc c'est la formulation du problème direct, ça c'est classique lorsqu'on fait des problèmes inverses. On modélise d'abord le problème direct. Ici, je mets à peu près. Alors maintenant, on ne peut pas manipuler des équations avec que des à peu près. Il faut faire des hypothèses supplémentaires derrière. En optique, ce qui ne serait pas le cas lorsqu'on travaille avec d'autres modalités, en imagerie médicale notamment, où on ne travaille pas sur les mêmes... on va plutôt compter des photons, donc ça ne va pas être tout à fait les mêmes natures de bruit. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que finalement YH, YM, c'est égal au modèle plus un bruit. Okay? Et donc là, j'ai un signe égal maintenant que je retrouve.
Et ce bruit en optique, bon, il est quand même communément admis de dire, si je suis à fort flux ici, ça va être un bruit plutôt gaussien. Voilà. Donc les hypothèses que je vais faire statistiques ici, c'est de dire que NH et NM, ces deux matrices de bruit, sont issues de tirages d'un bruit gaussien. Alors on peut faire des hypothèses ensuite parce que NH, hein, c'est une image de bruit avec une dimension spatiale et une dimension spectrale. Donc je peux aussi faire des hypothèses. Est-ce que le bruit il est corrélé spectralement? Est-ce qu'il est corrélé spatialement? Les deux, etc. Donc je pourrais faire comme hypothèse, c'est simplement qu'il va être indépendant pixel à pixel. Donc c'est un bruit blanc spatial. Par contre, il peut être coloré spectralement. C'était vraiment le cas lorsqu'on regarde des capteurs embarqués sur des plateformes satellites ou même en aéroporté lorsqu'on fait de l'imagerie de l'observation de la Terre. Donc finalement, je vais avoir cette matrice-là, ça va être distribué suivant une loi normale matricielle de moyenne nulle. D'accord, il n'y a pas de biais systématique à mes acquisitions. Par contre, c'est blanc spatialement et c'est coloré spectralement. Donc là, il y a deux matrices de covariance. Alors c'est une écriture un peu particulière on est plutôt habitué à travailler sur des vecteurs gaussiens que des matrices gaussiennes, mais en fait, on a une densité qui est proprement écrite avec deux matrices de covariance. Ici, il y en a une qui est identité, qui correspond à la blancheur spatiale. Et ici, celle-ci, elle n'est pas forcément l'identité, et c'est la couleur spectrale. On a une très forte corrélation bande à bande lorsqu'on fait l'imagerie hyperspectrale. Voilà, alors étant donné ça, j'ai tous les ingrédients. Je peux écrire une vraisemblance. J'ai un modèle d'observation. Alors, si je regarde la loi des observations, sachant mon paramètre inconnu, j'ai spécifié ici la statistique des bruits. Et donc, je peux construire une vraisemblance jointe. Alors ici, on va dire que la loi jointe des observations, conditionnement à X, que je ne connais pas, en fait, ça va être indépendant. En fait, là, on fait une hypothèse d'acquisition indépendante des observations. Conditionnement à X, évidemment. Donc en fait, les processus d'acquisition de ces deux images-là sont complètement découplés, et donc cette hypothèse-là, elle est quand même raisonnable. Alors voilà, donc là, on se trouve vraiment dans un problème d'estimation statistique un peu standard. J'ai un paramètre inconnu X, j'ai réussi à construire une vraisemblance. Je peux dire, ben voilà, je vais essayer d'estimer le X au sens du maximum de vraisemblance, ce qui revient à minimiser cette fonctionnelle-là, et avec les statistiques de bruit que j'avais supposées, en fait, je suis amené à résoudre un problème d'optimisation qui est celui-là, avec une difficulté, enfin deux difficultés. X peut être très gros, donc j'optimise dans un espace à très grande dimension. Et puis, on a un peu parlé ce matin dans la dernière présentation. En fait, ici, c'est un problème inverse. C'est presque faire de la super résolution, sauf qu'on a une donnée supplémentaire. Le problème, il peut être mal posé. Alors, l'étude théorique de ces problèmes-là, savoir s'ils sont mal posés ou pas, c'est pas très clair. Mais au mieux, ils sont mal conditionnés, c'est-à-dire une très forte sensibilité à l'erreur de modèle et au bruit. Donc en fait, ça ne suffit pas, il faut régulariser un petit peu cette inversion-là. Et là, on travaille dans des images qui ont deux caractéristiques importantes, spatialement et spectralement. Donc on peut régulariser dans ces deux informations-là, ces deux domaines. Ce qu'on fait, c'est qu'on régularise toujours spectralement. Et puis, on n'est pas forcément toujours obligé de régulariser spatialement. Des fois, on se rend compte que des fois, ça suffit, ou du moins, spatialement, on n'est pas obligé. L'information qu'on va rajouter n'est pas critique. Donc, le critère que je veux minimiser, c'est celui-là, et je vais lui rajouter des pénalités ou des contraintes. Alors, je vais d'abord parler des contraintes, de la régularisation de la pénalisation spectrale. Là, on va utiliser une propriété qui est assez connue lorsqu'on fait de l'imagerie hyperspectrale. En fait, donc on a potentiellement beaucoup de bandes spectrales, je ne sais pas, quelques centaines. Lorsqu'on fait de l'astro, je disais tout à l'heure, c'est quelques dizaines de milliers. Mais en fait, dans ces images-là, il y a toujours en général un petit nombre de composants présents. Donc si vous faites l'acquisition d'une scène au-dessus d'une ville, en fait, le nombre de constituants élémentaires de la scène est relativement limité quand je compare au nombre de bandes spectrales que j'ai observées, du moins acquises. Alors ça, en fait, mathématiquement, comment on va le formuler, c'est qu'on va dire que finalement, dans chaque pixel, j'ai quelques composants seulement qui contribuent, voire une dizaine, mais pas 200. Ce qui est important, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup moins que le nombre de bandes spectrales que j'ai acquises.
Alors cette hypothèse-là, c'est simplement, on peut dire que tous les pixels de l'image hyperspectrale vivent dans un sous-espace. Donc il y a une propriété faible rang de l'image hyperspectrale et donc de hits que je veux retrouver. Donc en fait, tous les pixels, supposons que ça c'est une scène synthétique, si j'ai 3 composants dans la scène, de l'eau, de la végétation, du sol, en fait tous les pixels sont une combinaison, en première approximation, sont une combinaison linéaire de ces 3 composants, et en plus avec des proportions donc, qui font que les coefficients de mélange sont positifs et somme à 1. C'est-à-dire que tous les pixels vivent en fait dans un sous-espace, ici de dimension réduite, et en plus ici, lorsque j'ai cette somme à 1 et cette positivité, ça vit en plus dans une forme géométrique ici qui est un simplex. Le simplex, on ne va pas l'exploiter directement, même si on pouvait, même si on pourrait, on l'a fait. Ce qu'on va simplement faire, c'est dire que tous les pixels de X, là, enfin que je vais retrouver de l'image fusionnée, en fait, se décomposent comme une matrice H qui va, en fait, une matrice par exemple orthonormée qui va générer, ça va être une base du sous-espace où vivent mes pixels du produit fusionné. Et ça, en fait, je peux l'apprendre sur l'image hyperspectrale. Donc je vais faire l'hypothèse que le produit fusionné, tous ces pixels vont vivre dans le même sous-espace que l'image hyperspectrale que j'ai acquise. Donc typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une ACP sur l'image hyperspectrale, on va seuiller, on va prendre les quelques composantes principales, voilà, et on va les mettre dans H. Et si vous avez 4 composantes, en fait, U, maintenant, ça va être votre nouvelle variable à estimer, à retrouver. H est fixé. Et plutôt que d'avoir 200 lignes dans X ou 400 lignes si vous avez 400 bandes spectrales, en fait, vous n'avez plus que 4 lignes dans U à retrouver. Donc on va régulariser, et en plus, d'un point de vue computationnel, ça va être beaucoup plus efficace. Donc maintenant, ma nouvelle variable, je vais poser en dur X égale HU. Donc je peux le poser comme une contrainte. On aurait pu formuler un problème augmenté sous forme lagrangienne. Ce n'est pas ce qu'on a fait. On a remplacé en dur X égale HU, puisque H, je le connais. Donc le nouveau problème à minimiser, le voilà. Je n'ai régularisé que spectralement. Donc j'ai juste remplacé X par HU, et maintenant j'optimise par rapport à U. Okay. Alors si je veux résoudre ce truc-là, bah, je calcule le gradient, et puis en fait j'annule. Et en fait, si on fait ça, avec cette forme particulière ici, on a 2 termes d'attache aux données, hein, finalement. Et si on regarde la tête de ça, en fait, on tombe sur une équation de la forme C1U plus U C2 égale C3, où C1 et C2 dépendent des opérateurs, ici, enfin, dépendent de H, du sous-espace, B, S et R et H, là, donc c'est C1 et C2. Et C3, c'est un terme qui est indépendant de U, bien sûr, sinon je l'aurais fait figurer, et qui ne dépend que de YH, YM. D'accord ? Donc si je veux résoudre le problème de fusion, il faut que je résolve cette équation qui peut être de grande dimension. Alors ça c'est un problème qui, en fait, c'est une équation qu'on appelle une équation de Sylvester, matricielle. Donc il y a énormément de littérature là-dessus, parce que c'est un problème qui est rencontré en automne, dans beaucoup de domaines, donc plutôt vectoriel que matriciel, mais ici on a un problème de Sylvester matriciel à résoudre. Alors si on regarde dans la difficulté, c'est qu'en fait, cette équation-là, on ne peut pas la résoudre dans le domaine de Fourier. Si vous n'avez pas d'opérateur de sous-échantillonnage, si vous faites que de la déconvolution, vous pouvez résoudre le problème dans le domaine de Fourier. Il n'y a pas de problème, on diagonalise et tout se passe bien. Ici, en fait, l'opérateur de sous-échantillonnage casse cette propriété-là, donc on ne peut pas résoudre ce problème dans Fourier. Donc dans la littérature, si on regarde comment on fait pour résoudre ce type d'équation encore à grande dimension si j'ai beaucoup de pixels, bon, bah, pour Sylvester, il y a un algo un peu standard, mais avec une complexité n cube. Et puis dans le contexte de la fusion, il y avait plusieurs travaux précédents les nôtres qui résolvaient ce problème-là en faisant un algo d'optimisation type une descente de gradient ou au deuxième ordre de la DMM, par exemple. Mais évidemment, c'est un peu plus coûteux. Donc en fait, nous, ce qu'on a montré, et c'est un travail de Chi, alors il m'a dit un jour, je vais travailler sur cette équation, je vais te montrer qu'il y a une solution explicite. Je lui ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont cassés les dents dessus, ça m'étonnerait de passer à autre chose. Donc je l'ai passé à autre chose, mais le soir, il travaillait dessus, et puis il est arrivé un soir en me montrant la solution. Donc persistez, quoi. Même contre votre directeur de thèse potentiellement, quoi. Et en fait, il est arrivé effectivement avec une solution explicite, et qui n'est pas itérative. Je ne vais pas détailler tous les calculs parce que c'est beaucoup d'algèbre, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le faire ici. Mais en fait, il y a une solution explicite. Alors, en remarque, hein, ce résultat, il généralise ce qu'on voit en super résolution, parce qu'en fait, si vous n'avez pas d'image multispectrale, hein, et si vous reprenez le problème plus tôt là,
Imaginons que vous n'ayez pas ce terme d'attache aux données. Le problème que vous voulez résoudre, c'est celui-là, là, donc minimiser par rapport à it, ça. Et ça, c'est un problème de super résolution. C'est exactement ce qu'on a vu ce matin. Okay, et en fait, dans la littérature, c'est pareil, hein, il n'y avait pas de solution explicite à ce problème-là. C'était des algos souvent itératifs, même avec des pénalisations. Et en fait, en utilisant les mêmes tricks algébriques, on a montré qu'il y avait une solution pour la super résolution aussi. Voilà, alors ça repose sur deux hypothèses, assez fortes, hein, mais qui sont quand même raisonnables. C'est que le flou, c'est un flou qui est spatialement invariant. Voilà, donc ce qui fait que la matrice B elle a une structure particulière. Et la deuxième hypothèse forte, c'est que le sous-échantillonnage, c'est juste, je prends un pixel sur le ratio de sous-échantillonnage, ce qui fait que la matrice S elle a une structure particulière. Voilà. C'est un sous-échantillonnage régulier et un flou spatialement invariant. Et avec ces deux hypothèses-là, vous avez un algo qui vous calcule la solution du problème que je vous ai montré de manière explicite, pas de manière itérative, et on va construire la matrice U ligne par ligne. Ça ressemble à ça. On ne va pas détailler, mais en gros, on va diagonaliser certains termes parce qu'on sait faire, on va faire voilà, et puis après, on va construire bloc à bloc. Ça, on va construire des blocs, en fait. On va utiliser le phénomène d'aliasing qui est induit par la matrice S et son adjoint. Mais ce n'est pas mon message principal aujourd'hui. Mais dire qu'il y a une hypothèse, il y a un algo explicite pour ce problème-là. Alors maintenant, si on veut incorporer la régularisation spatiale, donc on a les deux mêmes termes, mais ensuite on va encore pénaliser. Donc j'ai toujours it égale à HU, donc j'optimise par rapport à U. Et maintenant je vais rajouter une pénalité, ici phi de U. Alors on ne s'est pas arrêté à dire bon, l'estimateur au centre du maximum de vraisemblance, on sait le calculer. Qu'est-ce qu'on sait faire si en plus il faut rajouter de la régularisation spatiale? Alors en fait, ce qui est assez clair et direct, c'est que si phi c'est une forme quadratique, donc une régulation de type Tikhonov, ça peut être l'énergie du gradient, donc Sobolev, etc. Là, on sait faire aussi, de manière explicite. L'algo qu'on a proposé, on change de ligne. Ce n'est pas un algo itératif, les blocs se construisent un peu différemment, mais on sait faire exactement aussi. On peut aussi, dans ce cas-là, estimer la matrice de covariance des deux bruits en faisant quelque chose d'itéré, j'y reviendrai après. Donc, par exemple, si vous voulez en plus estimer les matrices de bruit hyperspectrales et multispectrales, on va estimer conjointement U et ces deux choses-là. Et alors, dans ce cas-là, on fait un algo, une descente par bloc, et une des étapes revient à résoudre l'équation de Sylvester de manière exacte, donc l'algo qu'on a proposé avant. La solution explicite, on peut la brancher dans un algo existant. Ça, c'est des choses qui s'étaient fait avant, mais cette étape-là a été faite de manière itérative avec une descente de gradient. Donc là, on remplace simplement cette descente de gradient par la solution explicite. Si on a une régularisation qui est, par exemple, qui va promouvoir une représentation parcimonieuse sur un dictionnaire, donc c'est pareil, c'était des choses qui avaient été proposées dans la littérature avec un algo itératif à l'intérieur, enfin pour résoudre ce problème-là. En fait, il suffit de remplacer une des étapes par cette solution explicite de l'équation de Sylvester, et on peut prendre en compte ce type de régularisation spatiale. C'est quelque chose qui avait été fait avant dans la littérature, et en fait, on va simplement accélérer les algos, parce que plutôt que d'avoir une résolution itérative là, on a une résolution explicite exacte. Et puis une dernière chose, par exemple, si on veut un terme ici non lisse, par exemple, une variation totale qui va promouvoir des choses un peu plus franches avec des contours un peu plus nets. En fait, c'est pareil, c'est des travaux qui avaient été faits avant, une régularisation qui avait été proposée avant dans ce contexte-là de fusion. L'algo de résolution, c'était un algo ADMM avec une étape à l'intérieur itérative. En fait, on peut montrer encore que si on met en place un algo ADMM pour résoudre le problème, une des étapes, c'est justement de résoudre cette équation de Sylvester de manière exacte. Donc en fait, il suffit de brancher la solution qu'on propose à ce niveau-là. Et la deuxième étape, c'est faire une projection, donc appliquer un opérateur proximal. Voilà. Donc en fait, là, en résumé, on a montré que pour le problème de fusion tel qu'on l'a posé, donc avec des opérateurs qui sont bien spécifiés, en fait, on peut résoudre de manière exacte le problème de fusion dès qu'on a une pénalité quadratique. Et quand ce n'est pas quadratique, en fait, on va utiliser des techniques de splitting pour faire apparaître des problèmes quadratiques et utiliser cette résolution explicite, et on va les incorporer dans les algos existants.
Alors est-ce que ça marche? La réponse est oui. Donc là, c'est pas très parlant, mais oui, enfin en gros ça marche. On a l'impression que c'est 3 fois la même, mais donc ça c'était la vérité terrain, les 2 images observées. La vérité terrain, ça c'est un algo un peu standard qui était proposé dans la littérature, et là c'est notre méthode, mais en fait notre méthode ne fait que résoudre le même problème, donc on est censé trouver exactement la même solution. Alors par contre, ce qui va être intéressant, c'est d'un point de vue de temps de calcul, évidemment, puisqu'on n'a plus affaire à des algos itératifs, mais on a une solution explicite. Donc c'est un exemple sur données synthétiques avec différentes mesures de bonne reconstruction, donc le QI, une mesure spectrale, des mesures adaptées de distorsion et le temps de calcul, avec différentes régularisations. Donc soit quadratique simplement, et on n'estime pas les matrices de bruit, soit quadratique, donc avec un prior gaussien, mais on estime les matrices des covariances de bruit. Lorsqu'on a fait appel à une représentation parcimonieuse sur un dictionnaire pour régulariser, ou lorsqu'on fait du TV. Et vous avez pour chaque régularisation sur la première ligne l'algo de la littérature qui était disponible, et Fuse, c'est la solution qu'on proposait avec une résolution explicite. Donc évidemment, sur un cas quadratique, en fait, on a un temps de calcul qui est inférieur à la seconde pour des images qui étaient de taille 200 par 200, en gros avec le 200 bandes spectrales, quoi, donc des cubes 200 par 200 par 200. Donc là, le gain, les problèmes qu'on résout, le problème d'optimisation qu'on résout est censé être le même, hein. Donc j'insiste, normalement on est censé trouver la même solution. Bon, après il y a quand même des erreurs de calcul, notamment sur les algos itératifs, on n'obtient pas exactement la même solution. Donc les perfs doivent être les mêmes, ce qu'on va gagner c'est évidemment en temps de calcul. Le gain est moins net lorsqu'on a une régularisation non lisse, type TV, mais on gagne quand même un peu. Voilà, et après on a travaillé sur des données réelles. Il y a eu un article de revue sur le problème de pan de sharpening hyperspectral. Donc on a une image pancro, une image hyper, on veut fusionner. Et puis il y a plusieurs équipes qui ont collaboré, qui sont affrontées sur ces données-là pour regarder un petit peu quelles étaient les performances en reconstruction sur données réelles, en fusion. Évidemment, on a des méthodes qui sont un peu empiriques. Voilà, ça c'est des méthodes c'est une méthode itérative à partir de factorisation matricielle. Et puis ça c'est ce qu'on a proposé avec notre implémentation rapide de la solution de l'équation de Sylvester. Donc en fait, pour un temps vraiment ridicule sur la taille des données qu'on avait à traiter, en fait, on a des performances qui sont dans le top 3. Donc c'est un très bon compromis performance et efficacité calculatoire, à notre sens. Voilà, donc ça c'est sur une donnée, Moffett Field, Camargue, une autre donnée, on a à peu près les mêmes résultats, même si c'est un petit peu plus long par rapport à des algos un peu standards, mais qui ne font pas bien le job. On est 2 fois plus long, mais ça reste moins de 10 secondes, par rapport à des algos un peu itératifs, beaucoup plus longs. Ici, c'est bien meilleur, hein, mais il faut payer le prix, quoi. Et un dernier jeu de données où ça reste à peu près cohérent. Donc le message reste le même. C'est un bon compromis, les solutions qu'on propose, un bon compromis entre efficacité et rapidité. Voilà, alors j'ai fini sur la première partie sur la fusion. Donc j'ai parlé un peu de détection de changement. Comment on peut faire pour aller maintenant, si on a deux acquisitions qui ne sont pas au même moment, mais décalées dans le temps, avec potentiellement un enjeu qui est la scène à la bouger entre les deux acquisitions. Alors cette problématique de détection de changement, évidemment, on la retrouve dans beaucoup d'applications. Donc c'est le jeu des 7 erreurs. Hein. Les inputs, là, c'est 2 images acquises à des temps différents de la même scène. Ce qu'on veut, c'est produire une carte de changement binaire. Ce pixel a changé, ce pixel n'a pas changé. La difficulté qu'on va rajouter là, je le dis en avance, là, c'est qu'on va travailler sur des images qui n'ont pas la même résolution, pas les mêmes résolutions. Donc potentiellement, on veut détecter des changements entre des images hyperspectrales panchromatiques, multispectrales, hyperspectrales, etc. Ça reste pour l'instant que de l'optique, je parlerai d'autres modalités en conclusion. Donc les applications, il y a énormément pour la surveillance, pour mettre à jour des cartes d'occupation des sols. Le problème, c'est que lorsqu'on veut faire la détection de changement, donc on se rapproche des thématiques de l'apprentissage ici, parce que c'est un peu de la classification, et quand on pense classif, on pense classif supervisé, non supervisé. Ici, j'aurai 2 classes. Alors après, lorsqu'on a des problèmes de 2 classes, de classification à 2 classes, avec des classes qui sont unbalanced, comme on a vu aussi au deuxième talk ce matin, là,
la deuxième session. Est-ce que c'est vraiment un problème de classification? Moi, philosophiquement, je pense que c'est plutôt un problème de détection. Parce que le compromis entre probabilité de fausse alarme et probabilité de bonne détection, c'est pas tout à fait le même. Mais en fait, les méthodes, si on veut faire la détection de changement, soit elles vont être supervisées, d'autres vont être non supervisées. Et puis d'autres vont être capables de travailler sur les mêmes modalités d'image, donc les mêmes images exactement, ou des images de modalités différentes ou de nature différente. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir proposer une méthode de détection de changement non supervisée, capable de s'affranchir d'avoir à traiter des images de même modalité. Donc on veut faire de la multimodalité. Alors ici, ça reste de l'optique, mais à des résolutions différentes. Alors étant donné le temps, je ne vais pas détailler les avantages d'être en supervisé ou non supervisé. Évidemment, quand c'est supervisé, on a un peu plus d'informations, donc en général les méthodes marchent un peu mieux. Par contre, la généralisation est peut-être plus difficile sur des scènes qu'on n'a pas vues, lorsqu'on a appris des changements et qu'on est face à un changement qu'on n'a pas correctement appris. Donc là, la difficulté, ça va être, bon, évidemment, dans un scénario favorable, si j'ai deux images panchromatiques, donc avec une seule bande spectrale à même résolution, chaque pixel au sol, ça représente 15 mètres, enfin un carré de 15 mètres par 15 mètres. Pour faire la détection de changement, c'est le jeu des 7 erreurs, je fais juste, je regarde les pixels les uns et puis je les compare en fait. Donc comment on pourrait faire la détection de changement sur deux images qui sont correctement alignées et qui ont la même taille? Si c'est de l'optique, je fais la différence. Et puis je seuille cette différence. Si la différence elle est petite, je dis que ce n'est pas un changement. Si la différence est grande, je dis que c'est un changement. Si c'est des images radar, on ne fait pas une différence, on fait un ratio parce que les bruits sont multiplicatifs, mais grosso modo c'est ça. On va faire des opérations pixel à pixel. La difficulté va apparaître lorsqu'il faut que je traite des images qui n'ont pas les mêmes résolutions. Ici, je suis à un cas défavorable, une image multispectrale, donc avec plusieurs bandes spectrales. Chaque pixel représente un carré au sol de 30 mètres par 30 mètres. Et là, c'est une image Landsat, donc panchromatique, une seule bande spectrale, mais par contre, avec des pixels qui sont de taille au sol 15 mètres par 15 mètres. Donc, je n'ai pas le même nombre de pixels, je n'ai pas le même nombre de bandes spectrales. Donc, c'est ça qui nous intéresse, détecter les changements dans ce type de scénario. Alors, dans la littérature, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils dégradent les images à la résolution la plus faible possible, et puis là, on peut comparer pixel à pixel. En gros, c'est ce qu'on va appeler worst case, là, la solution worst case. On dégrade les deux images aux plus basses résolutions, et là, après, je sais comparer. Ou alors sinon, je fais des opérations indépendantes sur les deux images pour essayer de les mettre à la même résolution. Donc je fais de la super résolution spatiale ou alors je fais de la super résolution spectrale, mais je traite ces deux images de manière indépendante. Et puis le problème que je suis obligé de résoudre, c'est un problème de super résolution. Et c'est un problème qui est mal posé. Voilà, y a pas assez... Donc c'est des techniques concurrentes, et puis sinon il y avait une référence dans la littérature, on fait de l'apprentissage du dictionnaire, et on essaie d'aligner tout ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de traitement conjoint de ces deux observations, c'est des opérations qu'on va faire sur chacune des images de manière indépendante, donc on va perdre de l'information, et on va perdre en résolution, parce que si je dégrade spatialement et spectralement mes images avant de les comparer, évidemment les changements que je vais pouvoir localiser, ils vont être localisés à faible résolution spatiale, et en plus, d'un point de vue information spectrale, j'ai peut-être perdu beaucoup d'informations. Donc ce n'est pas ce qu'on veut faire. Alors, nous, ce qu'on va adopter comme stratégie, c'est de s'appuyer sur ce que j'ai présenté avant. On va supposer qu'on sait faire de la fusion. Et est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin lorsque je vais faire la détection de changement? Donc je vais parler de méthodes basées sur la fusion. Et ensuite, vous verrez qu'un peu naturellement, on a envie de faire ce qu'on va appeler de la fusion robuste, par analogie à ce que les gens avaient appelé par exemple l'ACP robuste dans la littérature. On va travailler sur les images optiques, et en fait, parce que je n'aurai pas le temps de parler d'autres choses, mais on peut faire aussi la même chose sur optique, radar, mais il faut être capable de fusionner ce type d'image, sachant qu'est-ce que ça veut dire fusionner de l'optique et du radar. Donc je reprends mon slide, parce que ça c'est la même chose. On va supposer que les images observées, on va plonger le problème de détection de changement dans un cadre de problème inverse. Donc j'ai même modalité, même modèle direct pour modéliser mes observations par rapport à l'image qui serait à haute résolution spatiale et spectrale. Alors, si on regarde maintenant dans le cas de la détection de changement, je veux pas vraiment, le problème de détection de changement, on ne veut pas forcément faire de la fusion. Lorsque j'ai deux opérateurs comme ça qui agissent sur X, à gauche ou à droite, si je veux détecter des changements entre deux images de modalités différentes, je peux avoir une image où il y a un L, il n'y a pas R, une image où il y a R, il n'y a pas L, je peux avoir toutes les images où L et R, etc. Donc si on fait la liste de tous les scénarios possibles
en fait, il va y avoir 10 scénarios. Si je n'ai pas du tout d'opérateur pour mes deux images observées, je fais la détection de changement un peu conventionnelle, hein, même résolution spatiale et spectrale. Et puis quand j'introduis un opérateur, il y en a une qui est dégradée spectralement, si c'est elle. Si j'ai introduit un autre opérateur R1 mais pas elle, c'est une dégradation spatiale, etc. Donc il y a 10 scénarios. Ce que je vais faire, on a traité tous les scénarios, tout ça se met dans un même framework un peu générique. Mais par simplicité, je vais travailler sur le scénario S4 qui revient au scénario de fusion présenté tout à l'heure. J'aurai une image à haute résolution spatiale, mais faible résolution spectrale, et une image à faible résolution spectrale et à haute résolution spatiale. J'espère que j'ai dit les deux choses complémentaires. Voilà, donc en gros, on a deux observations, ça et ça. Je vais faire la détection de changement entre ces deux images et je modélise mon observation à l'aide de ce modèle direct précédent. Alors, si je suppose qu'il n'y a pas de changement, je fusionne. Okay, c'est pas idiot de dire, bon, j'ai pas de changement, je fusionne. Donc, c'est d'abord ce qu'on va faire. On va prendre les deux images en entrée et on va les fusionner. À ce produit fusionné, je vais essayer de régénérer mes observations. En s'appuyant sur une propriété de synthèse, qui est la consistance, il y a une réversibilité du processus de fusion. Je vais essayer de régénérer mes images observées à partir de mon image observée. Une image fusionnée, latente. Donc en fait, je vais réappliquer à X chapeau, que j'ai estimé, les deux opérateurs, R et L. Et donc en fait, ça, ce n'est pas des images observées, c'est des images qui seraient pseudo-observées si tout se passait bien. Quoi. Okay, bon, là, c'est mes images observées, et ça, c'est des images qui seraient censées être égales. En fait, ces couples d'images devraient être égaux, là, si je n'avais pas eu de changement. Alors, si j'ai des changements, en fait, c'est que ces deux choses vont être différentes. Quoi. Bon, là, ça y est, on a réussi à faire la détection de changement, parce que si je compare pixel à pixel, c'est l'image observée et l'image pseudo-observée, en fait, là où c'est pas vrai, là où je n'ai pas égalité, je vais supposer que j'ai un changement. Enfin, je vais décider que j'ai un changement. Donc c'est assez simple en fait, le pipeline, je fusionne, je régénère mes observations à partir de mon modèle direct, parce que je l'ai formulé le modèle direct, donc j'ai accès aux opérateurs de dégradation spatiale et spectrale, et puis après je fais une détection de changement conventionnelle, puisque les deux images, enfin les deux couples d'images à chaque fois, sont à la même résolution spatiale et spectrale. Donc en gros, si vous savez fusionner, ou si vous avez un modèle de génération de vos observations à partir de votre produit fusionné, en fait vous savez faire la détection de changement. Et en plus, il y a différentes cartes. En fait, si on fait la comparaison sur des images à faible résolution spatiale, on a une carte de changement à faible résolution spatiale. Elle est là. Et sinon, on l'a à haute résolution spatiale. Si on fait la détection de changement sur ce couple d'images-là. À vous de voir si on veut la haute résolution spatiale ou la faible résolution spatiale. Alors ça marche. En fait, si on trace les performances de détection, ici, c'est un problème de détection. Donc c'est pour ça que je trace des courbes corps, des probabilités de bonne détection en fonction de la probabilité de fausse alarme. La courbe rouge, c'est en comparant les deux images à faible résolution spatiale. Et évidemment, donc moi je veux pour une probabilité de fausse alarme petite, je veux une probabilité de bonne détection grande. Donc le point optimal, c'est ce point-là. Et plus je vais m'éloigner de ce point-là, moins le détecteur va être bon. Et donc les métriques qu'on peut introduire, c'est par exemple l'air sous la courbe, il faut que ça soit très proche de 1, ou alors la distance entre ce point-là et puis celui-là, on veut qu'il soit le plus grand possible aussi. Et si on regarde les métriques par rapport à une stratégie worst case, où on va dégrader toutes les images à la plus basse des résolutions avant de prendre la décision, en fait on fait beaucoup mieux, quelles que soient les cartes qu'on va, quel que soit le couple d'images qu'on va comparer. Voilà. Alors sur les images réelles, ça marche bien aussi. Ici, c'est un lac qui s'est asséché. Si on prend la décision sur une image, en comparant les images à haute résolution, en fait, on voit qu'il y a un canal ici qui n'a pas été détecté comme changé. Oui, c'était de l'eau, et avant c'était de l'eau, et après c'est de l'eau. Et on arrive à très bien localiser les changements. Alors pour terminer, je veux quand même aborder ce problème de fusion robuste, parce que en fait, on n'est pas très loin de formuler très très bien le problème, parce qu'ici, on a l'impression qu'on a un peu bricolé. On a fusionné, on a redégradé, et puis on compare. En fait, on peut formuler le problème assez correctement si on se dit, la fusion, il ne faut pas que je l'envisage en essayant de retrouver un seul X. Mais en fait, comme les deux images ont été acquises à deux instants différents, il y a probablement deux images latentes, deux images à haute résolution spatiale et spectrale qui expliquent mes observations. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement indicer X là, par 1 et 2.
Okay, donc j'ai une image ici X1, une image X2 que je n'observe pas, hein, qui sont des images à haute résolution spatiale et spectrale. Et en fait, mon vrai modèle d'observation, le voilà. C'est ça que j'aurais dû écrire dès le début. Okay, à partir du moment où les deux images HR et LR ont été acquises à des temps différents. Alors, dans le contexte de la détection de changement, qu'est-ce qu'on s'attend sur X1 et X2 ? Naturellement, si détection de changement, je n'ai pas toute l'image qui a changé. Donc X1 doit être très proche de X2 quand même. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la différence entre X1 et X2. Et je vais supposer que dans cette image de différence, la plupart des pixels vont être égaux à des vecteurs nuls. C'est ça que je vais promouvoir. Parce que je vais dire que dans ces deux images-là, entre ces deux instants-là, il n'y a pas eu beaucoup de changements. D'accord ? Et donc ce qu'on va imposer, c'est une espèce de parcimonie spatiale des changements. Donc on va construire la carte, l'image des changements, qui est juste la différence entre X1 et X2, donc que j'appelle delta X. X1 et X2, je ne les connais pas. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout reparamétrer avec X1 et delta X, ça sera plus simple à manipuler. Et ma règle de décision, ça va être quoi ? Ça va être de regarder cette image de différence et dire que si c'est en norme, sur chaque pixel, hein, j'ai plusieurs bandes spectrales, donc si c'est une image panchromatique, je regarde juste la valeur de ce pixel-là, mais là je vais calculer l'énergie en chaque pixel. Si c'est plus petit qu'un seuil, je dis qu'il n'y a pas de changement. Si c'est plus grand qu'un seuil, je dis qu'il y a un changement. Alors je ne connais pas delta X, je ne connais pas X1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'estimer, d'estimer ces deux quantités-là. Alors je reprends la même histoire qu'avant. On va résoudre un problème inverse. On va rajouter des régularisations. Donc les deux termes d'attache aux données, c'est les mêmes qu'avant, sauf qu'à la place de X1, vous avez X2 et vous remplacez X2 par X1 plus delta X. Et j'ai deux régularisations. Celle qui va être essentielle, hein, c'est celle qui va concerner delta X. Delta X, comme on veut localiser des changements qui sont assez rares dans l'image, on va imposer une parcimonie spatiale. Et ça va se faire en imposant une norme L2 sur la matrice delta X. Donc on va calculer l'énergie en chaque pixel et on va dire que ce vecteur énergie, il est parcimonieux. Donc il y aura beaucoup de valeurs, on va promouvoir beaucoup de valeurs à 0. Il y a beaucoup de pixels où les vecteurs seront nuls. Et quelques pixels où là, ça peut faire ce que ça veut. Donc il faut résoudre ça. Alors pourquoi c'est une fusion robuste ? Parce qu'en fait, si on essaye de résoudre ce problème de manière alternée, j'optimise par rapport à X1 à delta X fixé, ou j'optimise par rapport à delta X sachant X1 fixé, on va voir qu'en fait ces deux étapes elles sont très simples. Alors si je regarde la première étape, moi je dis que c'est une étape de fusion. Pourquoi ? Parce que si je prends le problème que je veux résoudre, que je fixe delta X, que j'optimise par rapport à X1, la fonctionnelle que je veux minimiser c'est ça. Okay ? Donc à delta X fixé. Donc j'ai un terme d'attache aux données, un deuxième terme d'attache aux données, une régularisation ici de Tikhonov, c'est plus simple. Maintenant, si delta X est fixé, je le connais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais construire une image qui serait pseudo-observée en remplaçant ici ce YHR par un Y tilde qui est YHR moins L delta X. D'accord, j'ai fait sortir le truc là. Et finalement, le problème que j'ai à résoudre, c'est ça. Et ça, c'est vraiment le problème de fusion de tout à l'heure. Okay. Donc en fait, on va fusionner la vraie image observée à basse résolution et l'image à haute résolution qui serait observée si je n'avais pas eu de changement. Parce qu'en fait, ici, je n'ai fait que corriger les changements. Donc on a une étape qui est une étape de fusion. Donc là, j'utilise la solution de Sylvester d'avant. Et quand je résous l'autre problème, donc ça c'est le problème global, si j'enlève les termes qui ne m'intéressent pas, il ne me reste que celui-là. En fait, c'est ça que j'ai à résoudre. Je fais la même stratégie. Je vais faire sortir ce que je connais, c'est ce truc-là, LX1, là, et je vais le mettre dans un delta Y chapeau, qui en fait, ça c'est quoi ? Ça serait l'image des changements à haute résolution, qui serait observée si je connaissais X1. Et ce que j'ai à résoudre comme problème, c'est ça. Et ça, c'est un problème relativement simple. Ça, c'est un problème pas de déconvolution spectrale, parce que ce n'est pas une convolution, mais de restauration spectrale. J'ai un opérateur à gauche seulement. Et ça, on sait le résoudre de manière assez explicite, enfin pas de manière explicite, mais de manière efficace, avec une régularisation ici non lisse, type groupe lasso. Voilà. Donc en fait, je vais alterner ces deux étapes-là, et c'est assez rapide, parce que j'ai une des étapes où j'ai une solution explicite qui repose sur la partie que j'ai présentée avant. Voilà. Et alors là, si on compare cette méthode de fusion robuste par rapport à la méthode que j'ai avant, là, que j'avais présentée avant, en fait, on a des résultats qui sont bien meilleurs encore. Alors ici, on est dans un cas où tout se passe bien, parce que je connais très bien les opérateurs, et le modèle et les observations suivent le modèle que j'ai spécifié. Et sur des données réelles, ça marche aussi plutôt bien, et là, j'ai accès à une carte à haute résolution spatiale et même spectrale, si je veux caractériser mes changements.
Voilà, j'en termine là. Donc 2 étapes, fusion. Donc ça, on sait faire. Si les régularisations sont standards, pratiques, on sait résoudre de manière explicite. Sinon, il faut faire appel à des algos itérés. Mais une des étapes exploite cette solution explicite. Et en fait, alors ici, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on va supposer ici que les flous, je l'ai dit tout à l'heure, que les flous étaient spatialement invariants. Mais en fait, il faut aussi qu'ils soient spectralement invariants. Et en fait, c'était une hypothèse qu'on n'avait pas pensée au début. Et lorsqu'on fait de l'astro, c'est plus le cas. Parce qu'on est sur des plages de longueur d'onde qui sont beaucoup plus étalées. Et en fait, on est soumis à des effets de diffraction. Et donc là, les flous vont en fait varier spectralement. Donc tout ce que j'ai raconté, ça ne marche plus. On le met à la poubelle. Il n'y a plus de solution explicite. Désolé. Par contre, j'ai une étudiante qui va soutenir sa thèse bientôt, qui a travaillé sur ce problème-là et qui a une solution rapide, itérée, donc avec un algo de descente type gradient conjugué, mais très efficace en exploitant le sous-espace dont je vous ai parlé, la régularisation x égale HU de tout à l'heure. En exploitant exactement la même chose, en fait, on arrive à avoir une résolution qui tient en quelques secondes aussi, sur des grandes quantités de données. Là, hein. Par contre, en astro, les données sont encore plus grandes qu'en TDDEC. Et en fait, un message que je veux aussi passer, c'est que si vous savez faire de la fusion, vous n'êtes pas très loin de savoir faire de la détection de changement. Donc c'est ce que j'ai présenté ensuite. Et alors j'avais dit, alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des images de modalités différentes? En fait, qu'est-ce que ça veut dire fusionner? En fait, fusionner, ça veut dire aller se plonger dans un espace latent. Et en fait, pour ce que j'ai raconté cet après-midi, l'espace latent, c'est facile, c'est l'ensemble des images à haute résolution spatiale et spectrale. C'est ça en fait, il faut que j'aille travailler dans cet espace-là. Quand j'ai des images optiques et des images radar, je ne peux pas dire que mon espace latent, c'est des images à haute résolution spatiale et spectrale, ça n'a pas de sens. C'est un espace qui représente à la fois des images optiques et des images radar, qui lorsque j'applique des opérateurs de dégradation, je retrouve mes observations. Et en fait, pour cet espace latent, il n'est pas physiquement interprétable lorsque j'ai des modalités différentes, type optique et radar. Et là, il faut que j'essaie de le caractériser différemment. Et aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est d'utiliser une méthode data-driven. Donc, il y a soit faire de l'apprentissage du dictionnaire, ça a été fait à un moment. Et aujourd'hui, c'est utiliser du DEEP. Donc, je ne l'ai pas dit en intro, désolé, il n'y a pas de DEEP, c'est pour Jean-Denis cet après-midi. Mais là, en gros, on va utiliser des réseaux qui vont essayer d'apprendre cet espace latent et de travailler dans l'espace latent. Et les architectures un peu standards, évidemment, c'est de travailler sur des auto-encodeurs où l'espace latent, on y a accès, quoi. Voilà. C'est terminé, voilà. J'en finis. Merci d'abord pour l'exposé. Ça fait bien d'ailleurs. Une simple question. Lorsqu'on observe à 2 temps différents selon le type d'observation, est-ce qu'on ne peut pas tomber sur des problèmes d'alignement d'image? En fait, le problème de résoudre un problème de détection de changement, c'est résoudre un problème d'alignement en fait. Ouais. Parce qu'en fait, on va minimiser les changements lorsqu'on aligne. Alors après, ici, on ne fait pas d'alignement parce que normalement, il faut avoir des déformations qui ne sont pas forcément rigides, etc. Là, moi, je suppose que les images ont été recalées. Ouais. Alors, lorsqu'on fait de l'observation de la Terre, en général, les pré-processing, ils sont quand même plutôt bien faits. Donc, nous, on leur fait confiance, quoi. D'accord. Et les données réelles que j'ai présentées sur la détection de changement, c'est des images publiquement disponibles et qui ont été recalées manuellement par l'étudiant, parce qu'en fait, on a accès aux positions, position GPS, etc., d'acquisition. Par contre, il n'a pas fait de déformation non rigide, en fait. Donc on est dans un cas qui est un peu plus agréable que certains cas médicaux. Exactement. Lorsqu'on fait de la fusion en imagerie médicale, là, il faut faire d'abord du recalage, quoi. Ouais, ouais. Donc, d'accord. Nicolas, merci pour cet exposé. Si j'ai bien compris, enfin, la clé, c'est la connaissance des opérateurs. Ouais, ouais. Donc, est-ce que vous avez été confronté en pratique à des opérateurs qu'il faut un petit peu ajuster à la main? Ouais, en fait, dans la littérature, il y a des stratégies pour les apprendre. Étant donné les deux images que je veux, par exemple, que je veux fusionner, on peut apprendre cet opérateur-là. Alors, il y a une méthode maintenant à base de réseau, mais on peut formuler aussi le problème comme un problème d'optimisation. Et nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a regardé la robustesse de cette méthode-là lorsqu'il y a une incertitude sur l'opérateur. On voit que les performances ne dégradent pas beaucoup, en fait. Surtout l'opérateur spatial, que le flou soit gaussien ou laplacien, finalement. À partir du moment où on sous-échantillonne après,
Ça n'a pas un impact fort. Et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que on peut aussi l'estimer dans un schéma itératif. J'ai dit, par exemple, on estime les matrices de covariance de bruit. Mais on peut aussi estimer l'opérateur. Si on a un initial guess qui n'est pas trop mal, on peut aller raffiner ces opérateurs-là en les estimant, en les optimisant. Et ça, on l'a fait et ça marche plutôt bien en fait. On améliore les perfs si on a une forte erreur sur l'opérateur qu'on présupposait au début. C'est le même idée que c'est des convolutions aveugles. Ouais, alors on ne travaille pas tout à fait en aveugle, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même supposer que ce que nous dit le datasheet, c'est à peu près bien. Et donc on a une information quand même qui est relativement forte quoi, au départ, et en fait, on va se dire, on ne va pas trop s'éloigner de ça quand même. Quoi. C'est pas complètement en aveugle. Hein. Ouais, en myope, on dit. Enfin, moi, je dis myope, mais... Est-ce que vous avez essayé d'autres types de régularisation, notamment spatiale Ouais, alors là, nous, c'était... Bon, là, on travaille sur des deep prior, par exemple, ou des régules qui sont... Alors, c'est un truc que les gens n'ont pas vraiment sens... Enfin, notamment les régules spatiales. En fait, l'information spatiale, on l'a. L'information spatiale, on l'a, elle est dans l'image à haute résolution spatiale. Et en fait, toutes ces rédules-là, elles n'exploitent pas vraiment cette information spatiale-là qui est disponible pourtant. Donc en fait, on a essayé des rédules à poids pondérées. Par exemple, si on utilise une rédule de type Sobolev, donc un gradient lisse, ben on sait qu'il ne faut pas lisser où il y a des frontières. Ben on sait où il y a des frontières, il suffit de regarder l'image l'image à haute résolution spatiale. Donc après, on peut pondérer les gradients comme ça. Donc c'est un peu informé. Et après, tout ce qui est deep prior, en ce moment, ça marche pas mal, quoi. Bah, disons que il y a des résultats intéressants. C'est pas la panacée encore, mais ouais. Bah, c'est un peu le talk de ce matin, quoi. C'est un problème mal posé. Il faut rajouter quelque chose à un moment donné. Bon, est-ce qu'on rajoute en disant que les images elles sont lisses spatialement? C'est peut-être plus débile que de dire ça ressemble à une texture, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est une question que j'avais pour ce matin, c'est est-ce qu'on peut utiliser ce type d'architecture pour, dans le cas d'un problème inverse, on veut un prior deep, autant rajouter du style, quoi, que de dire que c'est, je sais pas, informé sur une base de données. Donc il y a encore du travail à faire là, mais là, voilà. C'est actuel, quoi, c'est des choses que les gens regardent actuellement. Moi, je n'ai pas trop bien compris pourquoi les techniques de punch sharpening pour la MS ne seraient pas très adaptées pour l'hyperspectral. Parce que la dimensionnalité n'est pas tout à fait la même, et qu'en fait, les images où on fait du punch sharpening multipan, en fait, on va injecter des détails. Ça marche très bien quand on n'a pas beaucoup de bandes spectrales, mais quand on en a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de distorsions, et spectralement, c'est pas très bon. Spatialement, c'est plutôt bon. Par contre, spectralement, c'est vraiment pas bon. Donc, pour ceux qui connaissent Brovais, qui est un peu la méthode un peu de référence, en fait, sur l'imagerie hyperspectrale, ça marche bien spatialement. Par contre, spectralement, c'est vraiment pas bon. Et si on regarde un PSNR, c'est pas bon du tout, quoi. Par contre, spatialement, c'est ce qui fait si on a une mesure de qualité spatiale, type SSIM, c'est ce qui va marcher le mieux. Par contre, là, spectralement, c'est vraiment pas bon. Et comme on est quand même intéressé dans l'information spectrale, puisque on veut faire de la caractérisation après derrière, on ne peut pas se satisfaire de ça. Autre question? Je vous remercie encore. Merci.